La route de la soie est l'une des plus grandes routes commerciales de l'histoire. Avant l'invention des cargos et des avions, les marchands transportaient leurs trésors inestimables à dos de chameau à travers des déserts arides et des montagnes enneigées. Bienvenue sur la route de la soie! Son itinéraire s'étend sur plus de 8000 km et traverse 13 pays. Elle commence en Chine, puis traverse l'Asie centrale et finit en Europe. C'est la portion chinoise que je vais parcourir. Mon point de départ sera l'ancienne capitale chinoise de Xi'an. Ensuite, j'irai vers le nord-ouest, dans les oasis de Jiayuguan et de Dunhuang. Une fois dans le désert de Gobi, je continuerai en direction du désert de Taklamakan à Turpan. Et enfin, dans la province de Shenzhen, je ferai escale à Kashgar, puis dans le superbe massif du Pamir. Xi'an est la Mecque des voyageurs. C'est ici qu'est partie la route de la soie, à l'époque où Xi'an était la capitale de la Chine, avant que ce soit Pékin. À son apogée, Xi'an était 6 fois plus grande que la Rome antique et 40 fois plus que le Londres médiéval. 73 empereurs ont régné dans son palais, dont le premier empereur, Qin Shi Huang, celui qui a réuni la Chine au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Je vais commencer mon périple par un petit voyage dans le temps. Il y a 40 ans ici, il n'y avait que des champs à perte de vue. Un jour, alors qu'un fermier creusait un puits, il a enfoncé sa hache dans le sol et il est tombé sur un corps. C'était celui d'un guerrier. Et il n'était pas seul. 8000 autres soldats grandeur nature en terre cuite gardaient la tombe de l'empereur Qin Shi Huang. Catherine Fern connaît bien ces personnages intrigants. C'est étrange de penser qu'on a besoin de toute une armée pour être conduit dans l'au-delà. Qin Shi Huang a été le plus grand empereur de Chine, car c'est lui qui a unifié le pays. Avant lui, la Chine était divisée en 7 États qui étaient toujours en guerre les uns contre les autres. Il n'avait que 13 ans quand il est devenu roi de l'État de Qin. 13 ans? Oui. Quelles étaient ses qualités et ses défauts? Il était très intelligent. C'était un stratège, un visionnaire. Par contre, il avait beaucoup d'ambition et était égocentrique. C'est lui qui s'est trouvé ce nom de Qin Shi Huang. Cela veut dire empereur pour la première fois et pour toujours. Pour toujours? Oui, il était superstitieux et croyait qu'il y avait une vie après la mort. C'est pour ça qu'il s'est fait construire une grande tombe, un mausolée. Et c'est aussi lui qui a demandé ses soldats en terre cuite. Ils sont vraiment tous différents? Je trouve que ces deux-là se ressemblent beaucoup.
De près, on se rend compte que chacun est unique. Ils ont tous une coiffure ou une expression différente. Certains ont l'air contents, d'autres non. Les artisans se sont inspirés de soldats réels. C'est pour ça qu'ils sont tous aussi personnalisés. Très bien, je vous crois. On estime que 700 000 artisans ont travaillé pendant près de 40 ans pour fabriquer cette armée. Mais il est encore plus long aujourd'hui d'en rassembler les morceaux. J'ai toujours pensé que ces statues avaient été trouvées intactes, que le fermier avait déterré un soldat en entier. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. La plupart étaient en 1000 morceaux. C'était comme un puzzle géant. Des archéologues venus du monde entier travaillent à leur restauration. Reconstituer un seul soldat peut prendre plusieurs mois et nécessite des techniques de pointe. Depuis 40 ans que ce chantier a commencé, l'équipe n'a restauré qu'un quart des statues. L'empereur Qin a fait enterrer ses artisans vivants avec lui, afin que leurs secrets ne soient jamais connus. J'espère que les archéologues seront mieux traités. Heureusement pour l'Occident, les empereurs qui ont suivi n'étaient pas aussi égocentriques. Ils ont eu l'idée de faire du commerce avec des pays éloignés et de se renseigner sur ce que les étrangers pouvaient leur apporter. La route de la soie a commencé au IIe siècle avant Jésus-Christ. L'empereur Wudi de la dynastie Han a missionné l'explorateur chinois Zhang Qian pour établir des relations avec d'autres peuples. L'idée de la route de la soie était née. Oubliez Paris, Milan ou New York. Il y a 1300 ans, c'est ici qu'on venait faire son marché. Il y avait 40 000 commerçants venus du Moyen-Orient ou d'Europe. Tout se mélangeait ici, les biens, mais aussi les coutumes, les idées et les croyances. Allez, un peu de shopping. Aujourd'hui, l'un des meilleurs endroits où faire son marché est le quartier musulman. Je suis curieuse de savoir si ce que l'on vend aujourd'hui existait déjà au tout début de la route de la soie. De la porcelaine de Chine, comme son nom l'indique. Ça n'a pas changé. Des dates. Vous savez à qui vous les devez? Aux Perses. Les dates viennent de chez eux. Ce n'est pas chinois. Allez, j'en prends une. De l'argenterie. Ça n'existait pas en Chine quand la route de la soie a commencé. C'est venu de Rome. Pas de Las Vegas. De Rome. Des roses. Il y en avait en Chine. Des chrysanthèmes, des hibiscus et d'autres fleurs. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est un abricot. Très bon. Je crois que ça vient du Moyen-Orient. Je peux en prendre un autre? Elle ne veut pas m'en offrir un autre. Elle veut que j'achète un bocal. Une boussole. Ça aussi, c'est un objet qu'on doit aux Chinois. Ce sont eux qui ont découvert le magnétisme terrestre et l'attraction du pôle Nord. Le papier, encore une invention chinoise. Et la calligraphie, c'est quelque chose que le monde n'avait jamais vu avant le commerce avec la Chine. Et pour finir, la soie, qui a été inventée en Chine il y a 5000 ans. Elle a fait fureur à Rome. Du coup, la soie est devenue le produit le plus cher du marché. C'est pour ça que la route de la soie s'appelle comme ça. Autrefois, on pouvait mettre 6 mois à parcourir ce tronçon de la route commerciale. Moi, je vais le faire en 14 jours. Mais bon, j'avoue que je vais un peu tricher.
En 2 heures, l'avion me conduit de Xi'an vers le corridor de Heshi, 1300 km plus loin. Il s'agit d'un ensemble de villes oasis sur la partie nord du plateau tibétain. J'arrive à Jiayuguan. Jiayuguan est situé entre 2 chaînes de montagnes, au milieu des paysages austères du désert de Gobi. Jiayuguan signifie « le dernier coin de ciel », parce qu'autrefois, c'était l'une des villes frontières de l'ouest de la Chine. Les voyageurs qui continuaient vers l'ouest à partir d'ici avaient face à eux des déserts arides et des terres peuplées de barbares. Dès ses débuts, la soie a attiré des pillards qui attaquaient les caravanes. Sur un emplacement stratégique, Jiayuguan est devenue une ville de garnison et les gouverneurs Ming ont construit un grand fort et une muraille pour protéger les commerçants en transit. La Grande Muraille de Chine n'est donc pas une seule et même muraille. Il y en a plusieurs tronçons à différents endroits du pays. Cette partie a été construite afin que les voyageurs de la route de la soie soient directement guidés vers les portes de la forteresse. Construite sur la pente est des montagnes noires, cette partie de la muraille n'était pas visible à ceux qui arrivaient par l'ouest. Les assaillants pensaient pouvoir entrer en Chine par ici, mais ce n'était qu'une illusion. Ensuite, la forteresse a servi de poste frontière contre les pirates du corridor du Heshi pour contrôler les entrées et les sorties en Chine. Le sésame du voyageur, le fameux passeport, tire aussi son origine de la route de la soie. Les tout premiers ont été utilisés par les Mongols à l'époque de Gengis Khan. Ils étaient assez rudimentaires, avec un portrait dessiné sur un morceau de papier, et ils permettaient d'entrer dans la forteresse et d'en sortir. Les étrangers devaient attendre jusqu'à 8 mois ici avant de savoir si on les laissait entrer en Chine. Vous imaginez ça? Vous avez traversé le désert de Gobi et vous attendez des mois pour entendre dire « Rentrez chez vous ». La forteresse a une circonférence de 800 mètres et ses 2 tours d'accès qui servaient à piéger les ennemis mesurent 17 mètres de haut. C'est par celle de l'Ouest, appelée la Tour de la Conciliation, que les artistes, les soldats et les criminels étaient expulsés. Les citoyens conformes aux lois passaient à travers la Tour des Lumières, à l'opposé. Selon une légende, si vous jetez une pierre contre le mur de la forteresse et que vous entendez un écho, alors votre traversée du désert finira bien. Par contre, si vous n'entendez rien, ça veut dire que vous allez mourir. Bonne chance. Oh non! Ce n'est pas de bon augure. Aujourd'hui, on peut aussi arriver dans la forteresse par les airs. Cette expérience n'a rien à voir avec la route de la soie. Mais je sens que je vais bien m'amuser. Un vol de 15 minutes en ULM au-dessus de la Grande Muraille coûte une trentaine d'euros et on peut dire que ça décoiffe. On dirait une tondeuse volante. C'est de la folie. J'ai eu une peur bleue, mais ça vaut le coup. C'était très chouette. Merci. Pendant 600 ans, Jiayuguan est resté contenu à l'intérieur de ses remparts. Mais dans les années 60, le gouvernement de Mao a mis sur pied un projet ambitieux pour industrialiser la région dans le cadre d'une politique générale de migration des usines dans l'arrière-pays.
25 000 personnes ont été déplacées ici depuis le nord-est de la Chine pour travailler dans des cimenteries et dans la métallurgie. Pour leur offrir des conditions de vie correctes, Jiayuguan a été transformé en oasis artificielle et l'eau des glaciers voisins a été canalisée vers la ville qui affiche désormais sa prospérité. C'est un parfait exemple de la force de la Chine moderne. Ils ont transformé un désert en un endroit luxuriant. Il a fallu apporter tous les arbres et de la terre fertile. Les Chinois ont aussi conçu un réseau d'irrigation et ils donnent même aux arbres des vitamines en goutte à goutte, tellement l'environnement est hostile. Cela coûte 60 € par arbre et par an. Et ils ont planté plus de 2 millions d'arbres. Ambitieux, non ? Le parc de Westlake est le terrain d'entraînement préféré des habitants de Jiayuguan. Chiama a recueilli les témoignages des Chinois qui sont venus peupler la ville il y a 60 ans. Vous voulez connaître leur histoire? Je pense que j'aurais souffert si j'avais été déracinée pour être emmenée au milieu du désert. Ils n'étaient pas contents. Ici, il n'y avait rien. Pas d'arbres, de pelouse, de nourriture, d'eau, de maison. Les choses ont l'air d'avoir changé. Oui, depuis les années 50 et 60. Maintenant, on dit que cette ville est la perle de la région de Ganzhou. Ah, c'est la perle de la route de la soie. Oui. Cela fait une vingtaine d'années que les Chinois vivent mieux. Avant, les gens avaient du mal à avoir une maison et le minimum vital. Aujourd'hui, ils font beaucoup de sport, ce qui veut dire qu'ils ont assez d'argent pour avoir un bon niveau de vie. Ils ont le nécessaire et ils peuvent se préoccuper de leurs loisirs. Il y avait surtout des Chinois Han ici. C'est toujours le cas? Ce n'est plus la première ethnie ici. C'est-à-dire? Nous avons beaucoup de minorités. Il y en a 44 à Jiayuguan. Alors c'est un peu la frontière ouest de la Chine, non? Celle du peuple Han, en tout cas. C'est donc le dernier endroit où je serai en contact avec la culture Han. Je vais vous regarder. Vous avez l'air de maîtriser. C'est parti. Je suis perdue. Pourtant, je sais danser. La route de la soie peut être parcourue en avion, en train, en voiture, à dos de chameau. Je vais prendre le bus pour Dunhuang. S'il vous plaît, 2 bananes. J'aurai 5 heures de route. Ça me coûtera 5 €. Mais il faut réserver car il y a beaucoup de gens qui voyagent en Chine. Il faut aussi penser à emporter de quoi manger. Siège numéro 8. Ça porte chance en Chine. De Jiayuguan, les caravanes de la route de la soie continuaient vers l'ouest en direction de Dunhuang. En chameau, ce trajet pouvait prendre 3 semaines. Vous voulez des pistaches? S'il vous plaît. Prenez-les. Super, il a accepté. C'est pour favoriser l'amitié entre les peuples. Ça vaut bien quelques pistaches.
La route de la soie traverse plusieurs déserts inhospitaliers et il fallait que les commerçants soient équipés pour les affronter. C'est pour ça qu'ils voyageaient sur des chameaux de Bactriane très robustes. Ils ont 2 bosses, ce qui les rend supérieurs à leurs cousins d'Arabie car ces bosses sont des réserves d'énergie, une sorte de jerrycan de secours. Ils peuvent parcourir 50 km par jour et porter une charge de 200 kg. Et le soir, on peut faire brûler leurs excréments pour se réchauffer. C'est donc le compagnon de route idéal. À nous, le désert. En été, les caravanes de commerce se déplaçaient la nuit pour échapper aux grandes chaleurs. Le voyage pouvait être interrompu pendant plusieurs jours à cause du mal des montagnes ou en cas de tempête de sable. Une traversée du désert était toujours une épreuve et certains n'en sont jamais revenus. Ça devait être très pénible. Pourtant, le désert est incroyablement calme. Il paraît qu'un peu plus loin, il y a une oasis avec un lac en forme de croissant. C'est tellement beau que les Tibétains qui vivaient à Dunhuang à l'époque de la route de la soie y ont construit un temple où ils venaient méditer. J'ai très envie de le visiter. Je ne m'attendais pas trop à ça. Les dunes de Dunhuang attirent 100 millions de touristes chaque année. Depuis l'essor de la Chine il y a 20 ans, une classe moyenne a émergé et beaucoup de Chinois voyagent pour découvrir leur histoire. Ici, on peut faire un tour à dos de chameau comme au temps de la route de la soie ou tenter une expérience un peu plus moderne en buggy ou sur une luge en pneumatique. Au début du XXe siècle, Ava Franchett et Mildred Cable, 2 missionnaires britanniques qui voyageaient sur la route de la soie, ont décidé de faire de la glisse sur ces dunes et elles ont réussi à faire chanter le sable. C'est pour ça qu'aujourd'hui on les appelle les dunes chantantes. Et je suis obligée de suivre la coutume. En souvenir de Mildred et d'Ava. Au secours! Oh my god! Okay, lean back. Oh my god! No! Oh my god! C'est horrible! Je suis épuisée. Tout cet exercice m'a ouvert l'appétit. Ici, les gens adorent leurs chameaux au point de les manger. La grande spécialité, c'est la bosse. Je suis très partagée parce qu'on a vu les chameaux avec leurs grands yeux et leurs longs cils. Et moi, j'aime bien leur caractère un peu capricieux. Mais quand on voyage, il faut se plier aux traditions locales. Alors, c'est parti pour la bosse de chameau. Qu'est-ce que c'est dur! Et assez gras. Ça colle à la langue. Ce n'est que de la graisse. Il fallait des plats nourrissants pour supporter la traversée du désert. Ça va me tenir au corps jusqu'à la fin du voyage. Seuls quelques grands explorateurs comme Marco Polo ont parcouru l'ensemble de la route de la soie. Les conditions étaient si dures que les marchands n'en effectuaient que des tronçons. Grâce aux moyens de transport modernes, je peux en faire un peu plus qu'eux. En fait, la route de la soie a plusieurs itinéraires. À partir de Dunhuang, elle forme une fourche. Par la route du Nord, qui circule sur 800 km, on met 13 heures à atteindre Turpan, ma prochaine escale.
À une altitude de 150 mètres au-dessous du niveau de la mer, Turpan est le deuxième site le plus bas au monde après la mer Morte. C'est mon premier arrêt dans la province semi-autonome de Xinjiang, peuplée par les Ouïghours. Les Ouïghours ont plus de parenté avec les Turcs qu'avec les Chinois Han. Je vais loger chez l'habitant. Une nuit dans une famille coûte 25 €. On est nourri, on dort dans le jardin, on rencontre des gens et des enfants adorables. Bonjour. Merci. Bonjour les enfants. Regardez comme c'est beau ici. Tout le monde dort dehors en été à cause de la chaleur. Voilà ma couche. Ça alors, une tonnelle de vignes. Les Ouïghours sont de grands viticulteurs. Et ça, c'est encore un héritage de la route de la soie. Les marchands qui se rendaient en Chine depuis la Perse avaient besoin de faire escale dans un endroit reposant, après les rigueurs du mont Tian Shan. Ils ont choisi Turpan et ils y ont planté des vignes. Regardez comme ils sont beaux. Je me sens vraiment bien ici. Mes hôtes me préparent un déjeuner traditionnel. Mais d'abord, je dois aller chercher de l'eau au puits. L'une des raisons du succès de l'agriculture ici, c'est l'existence d'un réseau hydraulique depuis 2000 ans. L'eau descend des glaciers depuis les monts Tian Shan. Elle passe sous le désert de Gobi à travers 5000 km de canalisation. Et c'est incroyable, l'eau est encore froide. Les nouilles faites avec de la farine, de l'eau et du sel sont l'aliment de base des Ouïghours. La pâte est étirée en tout petits filaments. C'est fou comme les nouilles sont fines. C'est comme ça. L'origine des pâtes est assez controversée. Les Italiens les ont-ils inventées ou ont-ils copié les Chinois? On raconte que quand Marco Polo a parcouru la route de la soie, il en a rapporté en souvenir. À qui doit-on les nouilles? Je n'en sais rien. C'est une technique très importante pour les Chinois. Mais moi, je suis en train de massacrer ces nouilles. Je ne fais pas exprès. C'est comment? Elle n'est pas impressionnée. La marmite. 10 minutes plus tard, le déjeuner est servi. Des nouilles, des haricots, des tomates, des aubergines, de l'ail. C'est parfait. Un peu épicé, mais j'adore. Ici, on a le droit de faire du bruit en mangeant. C'est même un compliment. La ville oasis de Gaochang est située près de Turpan et de la vallée de Moutou. Elle a été détruite au XIVe siècle, mais il reste encore quelques vestiges de la période de la route de la soie. Il n'y a pas que des objets qui voyageaient à l'époque. L'information circulait elle aussi à vitesse grand V. La route était fréquentée par des missionnaires et des pèlerins qui avaient chacun leur propre vision du monde. On y parlait science, mais aussi religion, notamment de bouddhisme. Cette religion a été introduite par l'Inde au 1er siècle et a remplacé le confucianisme dans de nombreuses régions chinoises. Des familles fortunées ont construit un édifice troglodyte sacré. Les grottes de Bezeklik ont été décorées entre le 6e et le 9e siècle, puis ont été abandonnées et recouvertes par le sable 500 ans plus tard, quand l'islam a fait son apparition. Elles n'ont été redécouvertes qu'au début du XXe siècle,
quand les Français, les Allemands et les Américains ont envoyé des archéologues faire des fouilles le long de la route de la soie pour s'approprier les vestiges oubliés. L'Allemand Albert von Lecoq est l'un des principaux archéologues qui a mis ces grottes au grand jour. Quand il a creusé le sable, il a trouvé des centaines de statues de Bouddha grandeur nature et ces magnifiques fresques. Il a emporté les statues et taillé des blocs entiers de fresques qu'il a envoyés à Berlin en pensant qu'ils y seraient en sécurité. Ça n'a pas été le cas, car le musée qui les a recueillis a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale et beaucoup de ces trésors ont disparu à jamais. La Chine est un pays immense, avec 5 fuseaux horaires. Pourtant, il n'y a qu'une heure officielle, celle de Pékin. Les habitants de Xinjiang ont adopté leur propre horaire, avec 2 heures de décalage. Donc, quand on demande l'heure dans la rue, il faut aussi demander à quoi elle correspond. En train, on met 35 heures pour effectuer la traversée du Xinjiang jusqu'à Khotan. La route de la soie ne porte ce nom que depuis le 19e siècle. Avant d'être baptisée comme ça par un Allemand, elle s'appelait la route du jade. Le commerce de cette pierre a commencé 3000 ans avant Jésus-Christ. Et elle était importée en Chine depuis des lieux éloignés comme la Mésopotamie. Mais la meilleure qualité de jade vient d'ici, de Khotan. Le vendredi et le dimanche, des centaines de commerçants s'installent sur le marché au jade et les échanges sont aussi importants qu'il y a 2000 ans. Le jade de Khotan peut avoir plusieurs teintes, vert, blanc, mais aussi ocre. La variété préférée des empereurs chinois était le jade marbré et c'est encore la plus cotée à 80 € le gramme. Les Chinois adorent le jade, car c'est une pierre très solide qui symbolise l'immortalité. Sous l'Antiquité, les Européens l'appelaient d'ailleurs la pierre des cieux. Ils venaient de Rome et d'Istanbul pour s'en procurer. Les agriculteurs ont peu à peu abandonné leurs fermes pour vendre du jade. C'est comme ça que la ville est devenue prospère. Une pierre de jade portée autour du poignet est censée calmer les peurs des enfants, améliorer la circulation et absorber les mauvaises énergies. Un proverbe chinois dit même « l'or vaut cher, mais le jade n'a pas de prix ». Il ne reste plus assez de jade à Khotan pour en faire une exploitation massive, mais les habitants de la région ne cessent d'en chercher partout dans le lit de la rivière. Abdul Karim m'aidera peut-être à en trouver. D'où vient le jade? Cette rivière descend de la cordillère de Kunlun, au sommet de laquelle il y a du jade. L'eau s'écoule et elle arrive ici, par la rivière. Le jade vient du glacier. Et les gens le récupèrent ici. Oui. Ces pierres ont 1000 ans, non? Il y a 1000 ans, il y avait plus d'eau. Elle charriait donc plus de jade. C'est pour ça qu'il y en a dans le sol. Tout est sous la terre. Il en a trouvé aujourd'hui? Vous en avez? Joli! Bravo! À quoi reconnaît-on le jade? Voilà du jade. Vous voyez, cette variété est très propre et douce. C'est bien lisse. Et ça, c'est quoi? Du jade blanc. C'est très précieux, non? Mais c'est du jade de moins bonne qualité. Quelle est sa valeur? Entre 200 et 500. 20 ou 30 € pour cette pierre? C'est possible d'en vivre? Oui, mais c'est dur de creuser. C'est très pénible. Oh oui, Et il faut avoir de la chance. c'est vrai. Mais Khotan reste la capitale du jade. La capitale, oui. On ne vendait pas que du jade ici.
Il y a 2000 ans, la région ne faisait pas encore partie de la Chine. Mais on y fabriquait déjà une spécialité chinoise, la soie. Une légende raconte qu'il y a 5000 ans, la femme de l'empereur se promenait dans son jardin quand elle a vu un ver qui tirait un long fil et s'en entourait. Elle s'est dit que les humains aussi pourraient utiliser ce fil. Et c'est comme ça qu'est née la soie. On ramasse les cocons, on les fait bouillir, puis quand le fil se déroule, on en attache 9 ou 10 à la suite pour créer un long fil. La soie a longtemps été la plus grande richesse de la Chine et elle a assuré le succès de la route commerciale. Seuls l'empereur et les hauts dignitaires ont tout d'abord eu le privilège de faire tisser de la soie. Peu à peu, la soie s'est répandue et est devenue l'une des principales ressources du pays. Les Indiens l'appelaient le vent tissé. La soie n'était pas seulement recherchée pour sa douceur et sa beauté. Les Romains l'appréciaient aussi car, contrairement à la laine et au coton, cette matière éloignait les puces. Les secrets de fabrication de la soie étaient jalousement gardés par les Chinois. Les étrangers qui quittaient le pays avec des vers ou des cocons étaient passibles de la peine de mort. Pourtant, la soie s'est étendue hors du pays, chez les barbares. Une explication possible est qu'une princesse chinoise, promise à un prince de Khotan et qui ne pouvait pas se passer de soie, s'est glissé des cocons dans les cheveux pour passer la frontière. La soie est vite devenue un élément clé de la culture de Khotan. Pas bête du tout. Il me reste encore un poste de contrôle de premier ordre à visiter, à 7 heures de route au nord-ouest. En fait, il est plus près de Beyrouth que de Pékin. Je me dirige vers la nouvelle frontière occidentale de la Chine, dernière halte pour les marchands de la route de la soie. C'est Kashgar. Comme le reste du pays, Kashgar est en constante évolution. De nouveaux Chinois Han ne cessent de s'y installer. Les vieilles maisons en torchis côtoient désormais des immeubles modernes. Et les centres commerciaux flambant neufs ont autant de succès que les petits marchés traditionnels. Malgré ces changements récents, Kashgar est loin d'être aussi imposante que les villes de l'est du pays. Avec cette statue gigantesque de Mao, impossible d'oublier qu'on est en Chine. La vieille ville regorge d'artisans qui perpétuent des gestes millénaires. On y trouve des chaudronniers, des charpentiers et même des dentistes. Cette famille fabrique des instruments de musique depuis 5 générations. C'était magnifique. Vraiment beau. Le rabab est un instrument local. Il est fait en bois de mûrier. Les cordes sont des boyaux de mouton. La peau de serpent donne une résonance particulière. C'est elle qui crée ce son unique. Oui. 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 La population à 85% musulmane accorde beaucoup d'importance à la religion. Abak Kodja était un dirigeant très puissant dans la région de Kashgar au XVIIe siècle. C'était le chef de file de la secte musulmane des montagnards blancs et il était considéré comme le 2e prophète après Mohammed. Sa tombe est ici. C'est l'un des lieux les plus sacrés au Xinjiang pour les soufis. Sa tombe repose dans un mausolée du pur style ouïghour, couvert de tuiles vertes et bleues.
Ces formes géométriques sont courantes dans l'art islamique, qui met du sacré jusque dans les objets inanimés. Un grand cimetière a été construit derrière la mosquée. Ça fait 400 ans qu'il existe. Et on peut voir que les tombes n'ont pas toutes la même teinte. Celle du milieu a un dôme qui copie celui de la mosquée. Et les volumes sur les côtés symbolisent des berceaux. Car les Ouïghours disent qu'on est dans un berceau et qu'on y retourne après notre mort. Au carrefour des routes de l'Asie centrale, Kashgar a toujours attiré les voyageurs de la route de la soie. Avec 80 000 visiteurs par semaine, son marché est le plus fréquenté du monde. Ce marché, qui se tient tous les dimanches, est un vrai régal pour les sens. Ses étals regorgent de produits aussi différents les uns que les autres. Des fourrures d'Ouzbékistan et de Mongolie, des tapis afghans et iraniens, des tissus chinois, des objets artisanaux et des chapeaux d'un peu partout. Un chapeau de femme mongole, d'afghan, de tadjik, de mongol, de kurde, de femmes ouïghours, de russes. Et ça, c'est moi. À l'époque de la route de la soie, Kashgar était aussi réputé pour son marché aux chameaux et aux chevaux. Il existe toujours un marché aux bestiaux, mais à 5 km à l'extérieur de la ville. Alet Mamtair va m'y conduire. Bienvenue sur le marché aux bestiaux. Comment je descends? Oh non, mon sac à dos a traîné dans la crotte de mouton. Ce sont tous des habitants de la région? Ou bien est-ce que les gens viennent de loin? La plupart viennent des environs. D'autres ont pu faire 100 km. Beaucoup de gens ont envie de vendre leurs animaux ici. Il y a un grand choix pour acheter ou pour vendre. Comment se passent les négociations? Il faut un intermédiaire pour connaître les prix. Et c'est encore plus important si vous n'êtes pas un habitué du marché, pour savoir combien offrir. On a besoin de quelqu'un. Un peu comme un courtier? Oui. Pourquoi il lui coupe la laine? C'est pour que son mouton soit plus beau et qu'on voit qu'il est en bonne santé. Pour qu'on voit qu'il a un gros derrière? Oui. S'il est gros, c'est qu'il est en forme et il vaut plus cher. Les moutons qui ont de gros derrière ont donc plus de valeur? Après Kashgar, la route de la soie s'enfonce dans les montagnes. 10 € en bus. Je ne peux pas rater ça. Les autoroutes de Karakorum m'emmèneront à ma destination, le lac Karakoul, dans les montagnes du Pamir. Cette route, aussi connue sous le nom d'autoroute de l'amitié, traverse la région où la Chine a des frontières avec le Tadjikistan, l'Afghanistan et le Pakistan. À 5000 mètres d'altitude, c'est la route bitumée la plus élevée au monde. Il a fallu 20 ans pour la construire et 400 ouvriers sont morts sur le chantier, la plupart du temps victimes de glissements de terrain. En face, il y a un caravansérail, un site où les voyageurs de la route de la soie faisaient escale. Ils laissaient leurs chameaux en contrebas et ils grimpaient cette partie de la montagne à dos de cheval. Les pentes sont tellement raides qu'on a longtemps appelé ce chemin le sentier des ossements, car beaucoup de voyageurs sont morts en route. Les paysages de haute montagne sont à couper le souffle. Les montagnes du Pamir sont parmi les dernières à s'être élevées sur la planète par le choc de l'Himalaya et des monts Karakorum. Alors que le sous-continent dérive toujours à la vitesse de 5 cm par an, les montagnes continuent de gagner de l'altitude.
La région est constamment victime de tremblements de terre. Me voici enfin arrivée au bord du lac Karakoul, où s'est installée une tribu semi-nomade du Kirghizistan. Elle a gardé son identité et ses traditions, mais a tout de même adopté quelques éléments de modernité. Des panneaux solaires contribuent au chauffage, et les chameaux se font doubler par des véhicules un peu plus rapides. Bonjour. Je peux vous aider? C'est la première fois qu'il faut que je construise l'endroit où je vais dormir. C'est super. Alors je fais comment maintenant? Comme ça? Allez, donnez-moi des choses à faire. Les Kirghizes vivent dans des tentes en feutre qu'on appelle des yourtes et qui sont assez commodes à déplacer. Le montage prend quand même plusieurs heures. Je mets ça où? Ce tissu tient chaud en hiver et isole de la chaleur en été. Leurs chapeaux sont d'ailleurs faits dans le même matériau. Ils changent d'emplacement 4 à 5 fois par an, au rythme des saisons. Là, ils s'installent pour l'été, et dans 2 mois, ils changeront à nouveau. Go up. Une fois la yourte montée, il me faut encore aller chercher du lait de yak pour mélanger au thé, la boisson préférée des Kirghizes. Et voilà. Je crois que même si j'y passais la nuit, je n'aurais toujours rien. Regardez ce que j'ai récupéré. C'est très épais. C'est même un peu salé pour du thé. C'est fou de se dire qu'il y a 2000 ans, les voyageurs buvaient le même thé au lait de yak et mangeaient les mêmes morceaux de pain que nous aujourd'hui. C'est exactement comme autrefois. Enfin, pas tout à fait. C'est ici que les marchands abandonnaient leurs chameaux et achetaient des chevaux avant de s'enfoncer dans les montagnes. Les Kirghizes sont toujours de grands cavaliers et j'ai été conviée à une démonstration d'un jeu qu'ils pratiquent dans le style du rodéo. Le but du jeu est d'attraper la peau de mouton. Ensuite, il faut effectuer un tour complet et enfin jeter la peau de mouton sur une pierre. Celui qui réussit reçoit une bouteille de soda en guise de trophée. Ça encore, c'est une adaptation au temps moderne. Oh no! Il y est presque. Cet homme a parié sur un joueur. Je suis sûre que c'est celui qui est en rouge qui va gagner. Le voilà! Le voilà! Le voilà! Bravo! Bravo tout le monde! C'était un très beau jeu. J'avais une vision assez romantique de la route de la soie. Après avoir traversé 2 déserts aussi rudes, j'ai un peu changé d'avis. Et j'avoue que je n'en ai que plus de respect pour ces voyageurs qui ont survécu à de telles épreuves. Derrière ces montagnes, la route de la soie continue à travers le Kirghizistan et l'Asie centrale en direction de l'Europe. Mais ça, c'est encore une autre aventure.
Après, on se rend compte que chacun est unique. Ils ont tous une coiffure ou une expression différente. Certains ont l'air contents, d'autres non. Les artisans se sont inspirés de soldats réels. C'est pour ça qu'ils sont tous aussi personnalisés. Très bien, je vous crois. On estime que 700 000 artisans ont travaillé pendant près de 40 ans pour fabriquer cette armée. Mais il est encore plus long aujourd'hui d'en rassembler les morceaux. J'ai toujours pensé que ces statues avaient été trouvées intactes, que le fermier avait déterré un soldat en entier. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. La plupart étaient en 1000 morceaux. C'était comme un puzzle géant. Des archéologues venus du monde entier travaillent à leur restauration. Reconstituer un seul soldat peut prendre plusieurs mois et nécessite des techniques de pointe. Depuis 40 ans que secourir. Mon point de départ sera l'ancienne capitale chinoise de Xi'an. Ensuite, j'irai vers le nord-ouest, dans les oasis de Jiayuguan et de Dunhuang. Une fois dans le désert de Gobi, je continuerai en direction du désert de Taklamakan à Turpan. Et enfin, dans la province de Qinzhen, je ferai escale à Kashgar, puis dans le superbe massif du Pamir. Xi'an est la Mecque des voyageurs. C'est ici qu'est partie la route de la soie, à l'époque où Xi'an était la capitale de la Chine, avant que ce soit Pékin. À son apogée, Xi'an était 6 fois plus grande que la Rome antique et 40 fois plus que le Londres médiéval. Qin Shi Huang a été le plus grand empereur de Chine, car c'est lui qui a unifié le pays. Avant lui, la Chine était divisée en 7 États qui étaient toujours en guerre les uns contre les autres. Il n'avait que 13 ans quand il est devenu roi de l'État de Qin. 13 ans? Oui. Quelles étaient ses qualités et ses défauts? Il était très intelligent. C'était un stratège, un visionnaire. Par contre, il avait beaucoup d'ambition et était égocentrique. C'est lui qui s'est trouvé ce nom de Qin Shi Huang. Cela veut dire empereur pour la première fois et pour toujours. Pour toujours? Oui, il était superstitieux et croyait qu'il y avait une vie après la mort. C'est pour ça qu'il s'est fait construire une grande tombe, un mausolée. Et c'est aussi lui qui a demandé ses soldats en terre cuite. Ils sont vraiment tous différents. Je trouve que ces deux-là se ressemblent beaucoup. De près. La route de la soie est l'une des plus grandes routes commerciales de l'histoire. Avant l'invention des cargos et des avions, les marchands transportaient leurs trésors inestimables à dos de chameau à travers des déserts arides et des montagnes enneigées. Bienvenue sur la route de la soie! Son itinéraire s'étend sur plus de 8000 km et traverse 13 pays. Elle commence en Chine, puis traverse l'Asie centrale et finit en Europe. C'est la portion chinoise que je vais parcourir. 73 empereurs ont régné dans son palais, dont le premier empereur, Qin Shi Huang, celui qui a réuni la Chine au IIIe siècle avant Jésus-Christ.
Je vais commencer mon périple par un petit voyage dans le temps. Il y a 40 ans ici, il n'y avait que des champs à perte de vue. Un jour, alors qu'un fermier creusait un puits, il a enfoncé sa hache dans le sol et il est tombé sur un corps. C'était celui d'un guerrier. Et il n'était pas seul. 8000 autres soldats grandeur nature en terre cuite gardaient la tombe de l'empereur Qin Shi Huang. Catherine Fern connaît bien ces personnages intrigants. C'est étrange de penser qu'on a besoin de toute une armée pour être conduit dans l'au-delà.